Elle est européenne, en fait, de naissance, de source. Mais j'ai vu un documentaire sur la Namibie et les massacres en Namibie. Le prêtre allemand, il sort le bouquin, il dit carrément, regardez la Bible, on nous parle de l'Éthiopie dedans. On nous parle des Soudanais dedans. Donc comment ça se fait-il qu'on a voulu faire croire aux gens que les Noirs ont toujours été exclus de la spiritualité? Or, au fond, quand on regarde les églises, comment dire, primitives, celles les Coptes, Éthiopie et Palestine, syriaque, on voit qu'elles avaient 400 ans avant que l'Europe soit christianisée par rapport à Clovis. Donc, pour moi, ils n'avaient rien à faire en Afrique parce que l'église copte était là, il y a pas mal de religions en Afrique, donc c'était pas la peine. Jésus venait passer par l'Égypte, je ne pense pas qu'il soit rentré indemne de son passage. Mais ils sont allés massacrer les Éthiopiens. Oui, pas mal de guerre. Pour moi, je pense que notre source, elle est quand même égyptienne. Donc, ce que égyptienne. je veux dire, c'est que je comprends un peu la tendance que les Africains ont à accepter le message chrétien. Parce qu'en fait, pour moi, le message qui est dans le christianisme, bien fondamentalement, on n'a rien à nous apprendre. Moi, ce qui me dérange, c'est les guerres saintes qu'ils ont dit qu'ils étaient saintes. Or que les Coptes, les Éthiopiens étaient déjà en Afrique. Ils n'ont jamais quitté leur pays comme les hindous, comme les incas qui ont la spiritualité et qui n'ont jamais servi comme point de domination. Je suis d'accord avec vous. Je suis simplement en train de dire que c'est un acte de... Oui. Pour moi, c'est un acte de récupération. Récupération, finalement, voilà. La source est ailleurs. Mais la France, fille de l'église, on a beau chercher, on n'a rien trouvé. La fille que Jésus-Christ, soi-disant, que Dieu me pardonne, qu'elle a eu avec Marie-Madeleine, les gens, ils ont fui, hein. Ils sont tous barrés. Hein. Quand les gens sont allés chercher, il n'y a plus rien. En fait, ceux qui sont à la source de l'église, eux, ils n'ont jamais rien dit. Et quand on cherche, même la première église au monde se trouve en Égypte. C'est terrible, hein. Et les gens tombent carrément par terre. Et quand on voit dans le Wadi Natroun, on voit que la femme là, elle avait raison. On te montre la plus vieille icône du Christ, c'est la Sainte Famille. Donc pourquoi même ils ont fui en Égypte au lieu de fuir en Jordanie ou des autres pays, parce qu'ils sont jusqu'à la sud de l'Égypte. Donc s'ils ont glissé, bon voilà, il faut croire. Les proverbes africains, le message que j'entends, quand j'entendais parler ma grand-mère et tout ce qu'elle disait en dehors de la Bible, ne fais pas autrui, ne fais pas à l'enfant d'autrui ce que tu ne voudrais pas. C'est des messages comme ça et qui ne sont pas en contradiction avec ce de la Bible. Finalement, moi je me dis, bon, moi c'est ça ma tête, je me dis, Jésus est passé peut-être par là, son message n'est pas... Posez-vous la question, il se focalise sur Abraham, Moïse et tout ça, mais l'événement se passe en Afrique. Il ne parle jamais de Melchisedec ni de Enoch. Hein. Les livres même sacrés de la Bible, c'est au moins des Éthiopiens. Les versions les plus originaux, c'est en Égypte. Voilà. Ici, il n'y a rien. Hein. Mais ils se sont plus autoglorifiés. Donc voilà. Si on fait une transposition par rapport à la géographie aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dessiner en fait le royaume du Congo à l'époque de Keptavita? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée de... Si tu veux, tu visualises une carte de l'Afrique, tu prends l'ouest de l'Afrique au niveau du golfe de Guinée, et tu commences par les régions australes du Gabon, et tu descends complètement, et tu vas jusqu'en Angola, jusque tout l'Angola quasiment. Il y a même des gens qui disent que j'ai lu la limite australe serait le fleuve au Kavan, en Namibie. Oui. Au Kavan, qui serait le même nom que le Kwang. Que la extrême limite australe, ce serait celle-là. Mais en tout cas, si tu veux, les populations qui se réclamaient du roi Congo, parce que les gens se définissaient comme étant petit-fils de Manipongo, comme ça qu'on se définissait, tu trouves ces populations au Gabon, au Congo-Brazzaville, à l'ouest du Congo-Kinshasa et en Angola. Donc ça, c'est quand on veut être vraiment minimal. Et donc, mais quand tu vois les cartes qu'on fait, c'était quand même un vaste, vraiment un très grand royaume. Et à cette époque-là, si on se transpose toujours dans l'époque de Kempavita, le début réellement de l'esclavage a commencé quand? Les premiers
départ, les premiers convois ont commencé quand à peu près? En fait, le malheur de l'Afrique avec l'esclavage, c'est, pour le Congo en tout cas, 1482, Diego Cao aborde l'embouchure du fleuve Congo. Et 10 ans après, exactement, 1492, l'Espagnol ici, Colomb. Christophe Colomb arrive en Haïti. Et donc, quand ils arrivent en Haïti et qu'ils commencent à trouver des richesses qu'ils veulent exploiter sur place et qu'ils tuent, parce que les Blancs, il a vraiment tué tout ce qu'il a trouvé là. Vous êtes à Haïti, c'est impressionnant. Tu ne trouves plus aucune trace d'Indien. Aucune. Donc quand on parle des génocides, ben, un génocide dont on parle, c'est celui qui a échoué. Parce qu'un génocide qui a réussi, il n'y a même plus personne pour dire. C'est-à-dire que tu es à Haïti aujourd'hui, tu ne sais pas. Quand les Européens arrivent à Haïti, il y avait à peu près 1 million d'habitants. Moins de 60 ans après, il y avait 250. Comment on passe de 1 million à 250? Et donc, à partir du moment où les gens ont commencé à mourir en Amérique et qu'on voulait exploiter, c'est à ce moment-là que mécaniquement, l'esclavage commence en Afrique. Donc là, à peu près 1500, si tu veux. Donc, 1492, et mécaniquement, ça commence là-bas. Même si, peut-être que c'est facile à rajouter, déjà avant, il y avait déjà des déportations. Le côté arabe. Non, je parle d'abord de la traite atlantique. Il y avait déjà des déportations au niveau du Sénégal vers l'Europe. Il y en avait déjà, oui. Ça commence dans les années 1400. Parce que les premiers bateaux partent même à... On enregistre la première assurance qu'on a trouvée. Le document se trouve au musée à Lisbonne, que moi-même j'ai eu l'occasion de... De 1421. Et à cette époque déjà, vous voyez, les premières embarcations, surtout au large du Congo du Luango, commencent non pas pour aller directement de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça commence déjà pour faire cultiver la canne à sucre sur les îles, Sao Tomé, tout autour. Et c'est là que ça commence. Donc, les gens, il faut distinguer deux périodes. La première qui commence par la cour du Portugal, dans les années 1400, et là, Béni vient de le souligner, il n'était pas encore arrivé à Haïti, donc ce n'était pas intensif. Mais déjà, ça avait commencé. Et ça avait commencé dans le livre d'Amélia, Amélia le montre très bien, par les Juifs portugais qui commencent à cultiver la canne à sucre, même sur les îles, même sur le continent africain. Et c'est la grande déportation qui va suivre dans les années 1400 à 1500. Non, en fait, je pose la question pourquoi? Parce qu'il y a une confusion au niveau des dates. Dans certains bouquins que j'ai pu lire, on mentionne que, en fait, parce que les Européens ont commencé l'esclavage, ont commencé un système en fait d'occupation des îles africaines, Sao Tomé, Madère, Cap-Vert, tout ça, pour constituer des forts, pour constituer des... Il y a une certaine confusion au niveau des dates, c'est pour ça que je pose la question, quoi, pour savoir à peu près quand est-ce que véritablement ça a commencé. Parce qu'ils sont arrivés sur, par exemple, Cap-Vert, comme vous le dites, ils ont commencé à planter le canne à sucre et tout ça, mais il y a une confusion à ce niveau, quoi. Quand est-ce que exactement ça a commencé à... Mais pour nous, Africains, au fait, la date de la grande déportation n'a pas de sens. Le sens, en tout cas, ce que nous retenons, et là nous avons publié suffisamment d'ouvrages qui le prouvent, dès 1400, dès les décennies qui suivent les années 1400, j'ai vu même qu'il y a un des livres que tu as présenté dans ta présentation, déjà raconte que même si à cette époque-là, il n'y avait pas la grande déportation, mais il y avait déjà déportation. Ce qui compte pour les Africains, les Noirs, c'est à partir du moment où il y a des razzias. Les premiers razzias commencent, parce que le frère l'avait dit, avant les Arabes avaient commencé. Et quand les Arabes avaient commencé, les Arabes expédiaient déjà des esclaves en Europe. Mais l'Europe n'avait pas commencé la grande transplantation. Mais il faut savoir que les Arabes ont vendu de la marchandise bien avant que le commerce transatlantique ne commence. Parce que les Européens étaient surpris de voir que les Arabes
avait facilement cette main-d'œuvre et il disait, et les Arabes, On va chercher. pour trouver les clientèles, venaient avec des bateaux qui n'étaient pas aussi importants que le commerce transatlantique. Donc, vous voyez, l'esclavage pour nous, il faut se méfier. Moi, je pense que les plus fiables, c'est les dates qui sont plus proches de 1400. 1400. Parce qu'au départ, ce n'était pas de grand départ, mais déjà ça avait commencé. Ça avait commencé. Et vous savez que quand la traite a commencé sur le continent même, il y a beaucoup de pays, parce qu'ils ne savaient pas, il faut savoir que c'est une marchandise. La marchandise, il faut savoir conditionner la marchandise. Et au départ, comme ils n'étaient pas habitués aux Noirs, ils pouvaient capturer, par exemple, 1000 Noirs, mais quand les gens se révoltaient, ils préféraient les abattre. Et ils recommençaient la même chose. Mais ça, très peu d'ouvrages. Il n'y a que le Brésil qui a osé vraiment détailler. Ce sont les historiens brésiliens qui sont les plus avancés là-dessus. Moi, je suis allé à Lisbonne. Alors, et là, je vais apporter un complément d'information par rapport à ce que disait Ndébi. Il faut savoir que cette année en France, dans les facultés de lettres, j'ai eu la surprise de voir une jeune fille s'arrêter devant la boutique et venir me dire, mais Kimpa Vita, vous avez un ouvrage là-dessus? Je dis oui, elle dit parce que cette année, Kimpa Vita est au programme. Je dis, en France, de quelle université? Il dit, mais nous faisons le concours de lettres et que notre professeur, d'abord parle portugais. Ça faisait quelques années que le Portugais avait mis Kimpa Vita au programme. Et cette année, la France a réduit puisqu'il y a le programme Erasmus. Donc, Kimpa Vita est au programme. Donc, la fille, une Française qui n'a jamais entendu parler d'Afrique, elle s'est arrêtée, elle m'a acheté Kimpa Vita, elle me dit, je vais en parler à mon professeur, parce qu'elle sera très surprise de voir que, parce qu'on a recensé les ouvrages. Et il y a un frère congolais de Brazza qui avait publié un premier ouvrage que j'ai vendu ici sur Kimpa Vita. Romancé aussi. Bon, je ne porte pas de jugement en tant qu'éditeur, j'ai géré le truc, mais l'ouvrage existe. Moi-même en tant qu'éditeur, j'ai un autre ouvrage sur la question qu'a posé le frère sur la descendance de Kimpa Vita. L'ouvrage n'étant pas publié, je n'irai pas plus loin. Je vous dirai simplement qu'il y a des auteurs qui affirment que la descendance de Kimpa Vita a existé et existe encore. Et moi-même, je m'apprête à publier, l'auteur même a appelé ce matin, il devrait venir. Et il n'a pas pu venir, mais ça existe. Moi-même, j'ai entre les mains cet ouvrage-là. Au Portugal, j'ai vu d'autres ouvrages sur Kimpa Vita. Et j'ai même vu un hommage à Kimpa Vita au Portugal. Si vous allez un jour à Lisbonne, allez-y au musée de la marine. Et on m'a traduit ce qui est écrit. Ils disent que Kimpa Vita n'est pas simplement comment on appelle, tu as défini ça tout à l'heure comme quelqu'un qui a eu la spiritualité, mais ils disent aussi que Kimpa Vita a influencé beaucoup de mouvements spirituels en Afrique centrale et même jusqu'au Japon. C'est là-bas même que j'ai appris ça, parce qu'il y a des Japonais qui sont kibangistes. Et les recherches, oui, il y a des Japonais qui sont kibangistes. Il y a même une église kibangiste au Japon. Et les recherches faites, ils se sont rattachés à la branche Kimpa Vita. Donc, ils ont fait des recherches pour trouver des informations. Ils ont trouvé, ce n'est pas au Congo, malheureusement, mais c'est dans les musées du Portugal. Donc, ils ont fait le voyage au Portugal, et quand vous arrivez au musée de la Marine, il y a un petit endroit qui est consacré à Kimpa Vita. Et là, vous voyez, ils l'ont même redessiné, mais le nez et tout ça, elle ne ressemble pas à une Congolaise. Moi-même, je dis, à part le truc qui est noir, elle ne ressemble pas à une Congolaise. Donc, quand l'ami, quand même, m'avait parlé de Ndébi pour son ouvrage, moi, je venais d'avoir cette information. Mais il faut savoir que, contrairement à ce qu'on dit, les Africains connaissent un peu Kimpa Vita quand même. Parce que Kimpa Vita est très important dans l'histoire africaine. Souvenez-vous que Bernard Bédadier en Côte d'Ivoire écrit l'une des plus célèbres pièces de théâtre en 1958 sur Donna Béatrice. Donna Béatrice n'est autre que Kimpa Vita. Et cette pièce a fait une tournée mondiale, même elle a été jouée ici à Paris. Elle a eu un succès. Il y a même un film qui a commencé qui n'a jamais pu aboutir. Ils n'ont pas eu l'argent pour faire. Le film a commencé en 1962 sur Kimpa Vita. Et ils ont vite abandonné. Moi, quand Ndébi m'a contacté pour son livre, je me suis mis en rapport avec ces auteurs-là pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Malheureusement, l'idée a été abandonnée et le réalisateur ivoirien qui avait avancé sur la chose, Henri Dupac, il est décédé.
Donc le projet a été abandonné. Mais en tout cas, Bernard Bédadier a immortalisé en Côte d'Ivoire Kimpa Vita. C'est fait que moi, je suis allé avec le livre en Côte d'Ivoire. La télévision m'a proposé une émission. Je dis non. Dans ce cas, il faut inviter l'auteur. Et ils m'ont dit, lorsque vous serez en place et qu'on fera les choses, peut-être qu'on invitera l'auteur parce qu'on aimerait bien que l'auteur vienne nous parler de qui. Je n'ai jamais dit ça, lui-même il apprend ça en même temps que moi. Parce que j'ai dit à la télévision que ça ne sert à rien que moi j'aille parler d'un livre que je n'ai pas écrit. Que moi je suis que l'éditeur. Mais ce sera vraiment une bonne chose que l'auteur même vienne en parler. Donc ce projet-là, comme on n'a pas travaillé, je ne l'ai pas annoncé à l'auteur. Mais je vous fais la première de vous le dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, Kimpa Vita, certains intellectuels connaissent bien Kimpa Vita. Parce que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, comme beaucoup de reines d'Afrique, Kimpa Vita a eu une influence, et puis elle avait quelque chose. La spiritualité en Afrique ne coïncide pas avec la religion. Charles parlait de poser la question. Mais c'est le syncrétisme. Le frère qui est allé en Haïti voit que même dans les îles, le syncrétisme est tellement fort qu'on ne sait pas où est la part du christianisme, où est la part de ce qui est traditionnel. Le vaudou haïtien même s'inspire, même des saints, des trucs comme ça. Donc ce syncrétisme-là a été aussi, Kimpa Vita l'a vécu au Congo. Et c'est en ça que le mérite de l'auteur, d'autre part, c'est d'avoir aussi fait exister comme ça des points d'interrogation. Et comme il disait le fait dont il parlait répétitif, mais effectivement, il faut que les gens, une fois qu'ils ont lu le livre, s'interrogent. Non seulement le lecteur comme lambda, mais les lecteurs qui ont voix au chapitre. Merci. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, l'histoire de Kimpa Vita, des reines et des rois africains, pour moi personnellement, en tant que, je peux dire, en tant que mère, pose le problème de l'initiation de nos enfants. Parce que nous, on a attendu d'avoir grandi pour connaître ce genre de trucs, pour prendre des orientations. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de prendre le même risque aussi pour nos enfants. Donc pour moi, ça pose le problème de la création, comme pour les autres qui font des écoles polonaises, des écoles de la création, des écoles africaines, où nous-mêmes nous initions nos enfants à notre histoire, et puis ce qui permettrait une prise d'orienter nos enfants vers un idéal, vers... Ça, ce que vous dites, tout le monde le souhaite ardemment, hein, tout le monde le souhaite ardemment, mais on subit en quelque sorte l'actualité. Nos leaders ne sont pas vraiment des leaders, en ce sens que ils n'ont pas droit au chapitre, c'est pas eux-mêmes qui prennent des initiatives de leur propre chef. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc ça, c'est ce que tout le monde appelle de ses voeux. Hein. Tout le monde souhaite qu'on réécrive notre histoire, parce que ce qu'on a pris du CP jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui adulte, on a l'œil critique pour pouvoir critiquer, pour avoir nous-mêmes forger nous-mêmes notre vérité, pour se forger l'opinion. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Nos frères qui sont dans l'ignorance ne savent pas ça. On souhaite vraiment, je souhaite comme vous que ça ait lieu. Mais en attendant, on est un peu spectateur. La création de la Bible n'a pas été décidée par des politiciens. Non, en fait, je suis en train de parler de ce genre de choses que je suis en train de parler. Non, mais je suis à 200% d'accord avec vous. Donc en fait, pour moi, c'est le problème que ça pose. Donc je pense qu'on ne devrait pas attendre plus longtemps, qu'on devrait essayer de s'organiser pour apprendre une histoire africaine à nos enfants. Il y a encore une dimension, vous savez, la connaissance est anxiogène et personne n'aime l'angoisse. Parfois il vaut mieux que tu ne sois pas au courant d'une chose plutôt que de le savoir. Parce que le jour où tu sais, tu es obligé de te positionner par rapport à ce savoir-là. Et donc il faut une... Enfin, je parle encore le psychiatre. Il faut une préparation de la personne pour pouvoir atteindre une certaine vérité. Il y a un petit travail à faire. Sinon, les gens, moi je peux comprendre que les gens n'aient pas envie d'écouter ça parce que ça t'oblige à prendre position. Et ça c'est anxiogène, c'est angoissant. Et on n'est pas prêt à supporter cette angoisse parce que ça peut t'emmener. Juste avant de commencer, on parlait avec un frère qui est parti parce qu'il avait autre chose à faire, mais il a dit ce que lui il est devenu. Parce qu'après avoir appris, après avoir lu, il a balayé complètement tout ce qu'on lui a appris. Il faut balayer. Hein. Parce qu'à un moment, le problème se posera. Avec tout ce que tu sais, tu continues à être le même homme ou tu changes? Et c'est pas gagné.
faut oser, hein. Oui, y aller. Il faut y aller. Faut y aller, faut se purifier, hein. Et c'est faut pas se gagné. purifier. Il faut se purifier. C'est pas gagné. Et donc cette angoisse-là, il faut la préparer. Il faut être... Voilà, tout le monde n'est pas forcément prêt à subir ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont passer un petit moment à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils n'arrivent plus à se mettre en accord entre ce qu'ils sont, ce qu'ils ont appris. Il y a un problème de confluence, de résonance. Pourquoi vous voulez, c'est une démarche volontaire qu'ils font en allant directement à l'hôpital psychiatrique comme ça? Non, l'hôpital psychiatrique, c'est la conséquence du fait qu'ils ont été mis en face de certaines vérités qui génèrent un conflit. C'est clair. Et intuitivement, on le sait. Donc il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Et c'est pour ça que le travail à l'école, il est très important. Que le jour, comme Cassie le disait, que à l'école, dans toutes les écoles africaines, au moment de commencer l'année, on lira le discours de Lumumba, ça va commencer à changer des choses. Le jour où dans toutes les écoles africaines, parce que c'est vrai, comment vous pouvez dire, comment vous voulez que vos enfants deviennent grands si ils n'ont aucune image des personnes qui leur ressemblent qui soient grands? C'est difficile de construire quelque chose. Tout leur imaginaire est peuplé des images extérieures, non, mais des images dévalorisantes d'eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Moi, je l'ai encore dit, à Bruxelles, on fête beaucoup la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est accompagné du Père Fouettard. C'est une tradition belge, donc je n'ai rien à changer à la tradition belge. Mais j'imagine ma fille qui a 2 ans et demi, qui va à l'école, quand elle rentre, j'ai un billet, vous voudrez bien amener votre enfant assez tôt pour qu'elle assiste à l'arrivée de Saint-Nicolas. Mais ma fille a vu Saint-Nicolas arriver. Saint-Nicolas, le gentil, il est bon, il est blanc. Le Père Fouettard, qui est méchant, qui punit, il est noir. Et ma fille subit ça à 2 ans et demi, déjà. Elle a vu ça cette année, elle verra ça l'année prochaine. Alors, à un moment, l'expérience a été faite. On a présenté des poupées, la même poupée, avec plusieurs teintes différentes, allant du noir au blanc. Aux États-Unis, on a donné les poupées à des enfants africains qui avaient 4-5 ans. Et on a demandé aux enfants africains de choisir quelle est la poupée la plus belle. Les enfants africains noirs ont choisi la poupée blanche. C'est le système qui est mis en place. Et là, ça c'était... Donc c'est la même poupée, vraiment la même poupée. La seule chose qui change, c'est la couleur. Et l'enfant africain qui a la peau noire n'arrive pas à trouver la beauté dans la couleur qui lui ressemble. C'est terrible. Non, de sa mère. La mère. Celle qui a allaité. C'est terrible. C'est terrible. Et ça c'est un gros problème. Ouais, ça dénote le gros travail que nos intellectuels doivent faire. C'est un gros problème. Nous-mêmes éventuellement. Mais c'est la problématique qu'on vit depuis des années. Hein. On subit en quelque sorte l'actualité, on subit toute cette, excusez-moi du terme, cette paranoïa médiatique qui existe actuellement où on ne vérifie plus l'information, on balance les informations pour des intérêts, voilà quoi. Oui, mais vérifier est un travail intellectuel. Les gens ont envie qu'on leur donne du pré-mâché, tu avales, c'est tout. C'est-à-dire que moi j'ai raconté un peu ce que j'ai fait parce que je vous jure que ça m'a pris du temps. Vraiment, le travail intellectuel qu'il y a derrière pour en arriver à ça, à un moment je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je m'engage dans ça? Parce que mes études en ont un peu parti, je fouillais, même ma vie personnelle, voilà. Mais on ne va pas demander à tout le monde de faire absolument la même chose, mais il faut qu'il y ait des gens dans la communauté qui fassent ça. Ici, chez Annie Boué, il y a 2 livres de propos qui ont été publiés, c'est ça, sur l'esclavage. Moi, je recommande de les lire, parce qu'on est rempli de plein d'idées fausses sur cette période de notre histoire. À un moment, tu regardes la télé, tu vois un Pétré Grenouiller recevoir des titres ou des récompenses, alors qu'il raconte des conneries.
C'est pareil, Tu dis, mais- c'est un Jacques. Hein. Est-ce que, s'il te plaît, Magloire, est-ce que tu as déjà été en contact à Kinshasa auprès des autorités ou des contacts informels ou officiels ou peut-être auprès des, par exemple, des professeurs de français, je ne sais pas si c'est réuni en association, pour essayer de leur proposer ton livre, un peu comme on faisait avec les ouvrages du fait Zamenga. Oui. Avec tous ces ouvrages. On n'aimait pas beaucoup chez nous. Malheureusement. Oui, est-ce que si tu essaies d'entamer un peu ces genres de démarches, parce que moi je crois, comme on le sait tous, que l'éducation commence, un ami disait, à la mamelle, hein, donc au sein, et donc c'est dans le système éducatif, si on fait rentrer ça. Nous, on connaît malheureusement ou heureusement, on connaît qui va vite à l'âge adulte. Mais si on avait connu, imagine que toi tu es connu qui va vite à 10 ans, c'est pas ces bouquins-là que tu aurais devant toi. Non, je pense que ce serait différent. Ça serait une montagne de bouquins peut-être. Donc ça, c'est beaucoup. Je ne sais pas si tu peux essayer d'entamer ça, d'entamer ces démarches-là à Kinshasa, auprès des professeurs. Tous ne prendront pas, certainement. Peut-être là où tu as étudié à Bobokoli, tu arriveras peut-être à rentrer dedans, un petit texte et ça passe, une petite rédaction, ça passe, une petite déclamation, ça passe à l'occasion de la fête des Bobokoli, les Saint-Patrons, et ça passe comme ça d'une école à une autre, et puis voilà, ça, on peut peut-être gagner 2 ou 3 ans qui, dans 5 ou 10 ans, nous ferons d'autres qui nous vite à la fin de l'école. Oui, c'est vrai, ça c'est des choses qu'on doit faire effectivement. Par exemple, ce serait que ce qui doit se faire quand le pays est à bon niveau, c'est le gouvernement qui dit voilà, ce livre doit entrer dans le programme scolaire et le gouvernement finance la multiplication, comme ça tout le monde a eu. Mais bon, ça c'est toujours un peu difficile, d'autant plus qu'on a des gouvernements qui appliquent les ordres du Fonds monétaire international. Bon. Mais c'est que il faut aussi dire que depuis 2008, je vis en partie à Bruxelles, de temps en temps je suis à Kinshasa, ça veut dire que je suis un peu entre les deux. Donc je suis pas, par exemple, ce livre n'a pas encore été présenté à Kinshasa. Donc maintenant, je repars à Kinshasa au mois de mars. Je crois que je vais rester un petit moment avant de revenir par ici. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ça peut aussi passer, par exemple, par donner ça aux facultés des lettres pour que ça fasse partie des travaux académiques que l'on publie. C'est comme ça qu'on peut faire entrer ça. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de voir les autorités, mais bon, moi je ne compte pas beaucoup parce que je sais que en général, ils sont occupés à autre chose. leurs intérêts, c'est pas. C'est normal, ils sont élus ils sont dans le doute tous les 4 ans. Ils sont en doute tous les 4 ans pour affronter le peuple, donc pas autre chose. ils ne seront pas fidèles. Voilà, mais c'est que ils seront, les rois étaient là en permanence, tandis que les présidents là, tous les 7-5 ans, ils ont peur quoi. Ils risquent de perdre le pouvoir. C'est un monarque républicain. Voilà. Donc on va essayer. Déjà la maison a une politique pour les livres qu'on amène en Afrique pour essayer de baisser le prix. Parce que ça aussi, quelque part, c'est... Ah oui, et puis même très vite, nous allons le passer en poche pour que les gens puissent accéder plus facilement. Et souvenez-vous de ce que disait Amilcar Cabral, qui, à mon avis, voilà un leader qu'aujourd'hui personne n'en parle. Or, en matière de pédagogie, c'était le plus fort de tous ceux qu'on a eu comme leader. Amilcar Cabral disait que quand vous avez une information importante ou un livre important, vous voulez cultiver dans votre quartier, comme vous faites pour le compte, parlez-leur de ce qu'il y a dans le livre. Même quand vous êtes au champ, parce que il était ingénieur agricole. Il était agricole, je suis allé, je suis vu là-bas. C'est un monsieur qui a utilisé, il a formé même les cadres PAJC, comme ça, même en cultivant, en faisant le truc comme ça. Et c'est une méthode qui jusqu'à aujourd'hui,
c'est appliqué. Même à Cuba, un peu partout. Même moi, je l'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, je suis allé cultiver du riz. Voilà. Il fallait moi qui m'aurait dit que j'allais par faire ça. exemple, ça peut fonctionner. Ouais, Parce qu'on n'a pas besoin de l'État. Au fait, c'est ce que Au fait. disait la sœur. Nous, par exemple, à niveau on va s'implanter en Côte d'Ivoire, on va faire nos trucs, on n'a pas besoin de l'État. Déjà, à notre niveau, nous allons faire ce que nous pouvons faire. Dans les villages. D'autres frères vont voir, ils vont dire, ah, nous aussi, on va créer ça dans une autre ville là-bas. Le frère va à Kinshasa, dans son quartier, dit, je vais faire un truc comme ça. L'essentiel, c'est qu'on se débrouille pour que le livre sorte en format économique, pour que le plus grand nombre, c'est ce que j'ai dit à mes auteurs, hein, je dis, votre livre sort 1 an, 2 ans, acceptez qu'on le sorte en format poche pour que tout le monde puisse l'acquérir. On a fait l'exemple avec une sœur du Congo, Brazzaville. On a sorti son livre en poche, on lui a envoyé le livre.